Sous le volcan de Songandi, un chiffre brutal fait irruption et renverse toutes les certitudes établies. Près de 500 millions de carats sont évoqués avec des recettes nationales projetées multipliées par 10 en 5 ans, tandis que les premiers de rapports alertent sur une perte possible allant jusqu'à 40% de la biodiversité locale. Que devient concrètement votre quotidien si Ibrahim Traoré décide trop vite ou trop tard face à une richesse soudaine qui attire déjà pressions étrangères et rivalités internes? Un pays entier entre dans une zone d'équilibre instable. L'annonce de Songandi ne vaut pas seulement par l'ampleur du gisement, mais par les choix qu'elle impose immédiatement. Comprendre ce qui se joue ici, c'est mesurer comment une décision minière peut affecter en même temps sécurité nationale et revenus publics et stabilité quotidienne. L'enjeu central n'est donc pas de savoir si la richesse existe, mais comment elle sera intégrée dans un État déjà soumis à de fortes tensions structurelles. Dans un pays marqué par la pauvreté persistante, des fragilités institutionnelles et un environnement régional instable, toute abondance soudaine agit comme un accélérateur, pour le meilleur comme pour le pire. Songandi place le Burkina face à une équation délicate. Une exploitation précipitée pourrait générer des ressources financières rapides, mais aussi amplifier les risques de corruption, de conflits sociaux et de pression diplomatique durable. À l'inverse, une prudence excessive pourrait nourrir frustration populaire, soupçons politiques et perte de crédibilité interne. C'est dans cet espace étroit que s'inscrit la responsabilité du pouvoir, incarnée aujourd'hui par Ibrahim Traoré, dont chaque choix engage des coûts visibles et invisibles. La promesse est immense, mais les marges d'erreur sont faibles. C'est ce fragile équilibre que la suite doit éclairer, sans emphase ni raccourci. Près de 500 millions de carats reposeraient sous le volcan de Songandi, un volume qui fait basculer instantanément le Burkina Faso dans une autre catégorie d'attente nationale et internationale. Ce chiffre, issu des premières analyses satellitaires croisées par plusieurs institutions scientifiques, transforme une hypothèse géologique en certitude stratégique et impose un changement brutal d'échelle dans tous les raisonnements politiques. Avant cette confirmation, le pays évoluait dans un cadre marqué par la rareté des ressources et une gestion budgétaire sous contrainte. Les marges de manœuvre économiques restaient limitées et les priorités publiques se construisaient dans un environnement d'urgence permanente. Après Songandi, l'horizon s'élargit soudainement. Les projections financières circulent, les comparaisons internationales émergent, et le Burkina Faso se retrouve projeté au centre de discussions minières qui jusque-là le tenaient en périphérie. La bascule ne s'opère pas en un instant visible, mais par une succession de signaux techniques. Des ingénieurs locaux, confrontés à des interférences inhabituelles dans leurs relevés, sollicitent des expertises complémentaires. Avec l'appui d'équipes étrangères, notamment chinoises, l'hypothèse d'une simple anomalie instrumentale est rapidement écartée. Ce qui semblait marginal devient exceptionnel. La confirmation scientifique précède alors de peu une transformation politique beaucoup plus large. Dans les jours qui suivent, des notes diplomatiques circulent discrètement. Des demandes de briefing affluent vers Ouagadougou. Des analystes régionaux évoquent déjà un possible point de bascule pour l'équilibre du Sahel. La découverte agit comme un amplificateur, révélant et intensifiant des fragilités déjà présentes, tensions institutionnelles, pauvreté persistante, vulnérabilité sécuritaire. C'est dans ce contexte précis qu'intervient Ibrahim Traoré. Plutôt que de transformer l'annonce en vitrine politique immédiate, il choisit de temporiser.
La mise en place d'une commission nationale chargée d'évaluer les implications économiques, sociales et environnementales marque une rupture avec des réactions plus impulsives observées ailleurs. Ce choix vise à reprendre le contrôle du tempo, alors même que l'emballement médiatique et diplomatique s'accélère. La mini-révélation de Songendi ne réside donc pas uniquement dans son volume. Elle tient dans le décalage brutal entre un avant contraint et un après saturé de possibles, où chaque décision future s'inscrit désormais sous un éclairage durable. Dans la séquence qui suit l'annonce de Songandi, un rôle discret mais décisif émerge, souvent absent des récits spectaculaires sur les ressources. Il ne s'agit ni des multinationales, ni des chancelleries, mais de ces relais humains chargés de traduire une décision nationale en réalité locale, là où les institutions centrales peinent habituellement à atteindre les périphéries. Autour du volcan, des représentants administratifs et des médiateurs communautaires sont déployés pour expliquer les premières mesures de sécurisation. Leur présence, inhabituelle dans ces zones marginalisées, modifie rapidement le climat local. Les mouvements spontanés de creusage illégal ralentissent, les rumeurs se heurtent à des informations officielles, et une attente plus structurée remplace l'excitation initiale. Un habitant évoque une sensation nouvelle, celle d'être informé en amont d'un processus qui par le passé se décidait sans lui. À l'échelle nationale, les effets précoces sont tout aussi perceptibles. L'annonce de futures publications de contrats et l'ouverture affichée à la société civile enclenchent un regain de confiance prudent. Cette confiance reste fragile, mais elle suffit, dans un premier temps, à contenir l'émergence de fractures politiques immédiates. La souveraineté cesse alors d'être un concept abstrait. Elle prend la forme d'un cadre protecteur perçu comme capable de ralentir les dérives classiques associées aux découvertes soudaines. Ces signaux restent faibles, mais ils sont déterminants. Ils montrent que la trajectoire de Songandi ne se joue pas uniquement dans les chiffres ou les projections macroéconomiques. Elle dépend aussi de la capacité à créer des points d'ancrage humains capables de transformer une promesse minérale en début de stabilité sociale. C'est à ce niveau intermédiaire, souvent négligé, que se dessinent les premiers effets concrets des choix politiques à venir. Avant Songandi, le Burkina Faso évoluait dans un régime de contraintes chroniques, où chaque arbitrage budgétaire se faisait sous pression et dans un horizon étroit. Après la confirmation du gisement, le pays entre brutalement dans une phase d'accélération où les événements s'enchaînent plus vite que les institutions ne l'avaient anticipé. Cette transition marque le véritable déclenchement de la séquence Songandi. La première étape se joue dans les cercles techniques, lorsque les géologues présentent leurs conclusions à la Commission nationale. Ils confirment que les signaux détectés sous le volcan ne relèvent plus d'une anomalie instrumentale. Il s'agit d'un gisement diamantifère d'ampleur exceptionnelle. Cette validation scientifique agit comme un interrupteur. En quelques heures, la question cesse d'être purement technique pour devenir politique. Les priorités changent, la sécurisation du périmètre est ordonnée, toute activité informelle est suspendue, et des évaluations croisées sont exigées entre experts locaux et équipe internationale. Vient ensuite la montée en tension. Les informations circulent d'abord de manière contrôlée, puis débordent rapidement le cadre national. Des mémos diplomatiques affluent vers Ouagadougou. Des ambassades sollicitent des briefings urgents. Des analystes régionaux évoquent déjà un possible point de bascule pour l'équilibre du Sahel. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme périphérique dans les grands flux miniers mondiaux, devient soudain un dossier stratégique suivi de près.
Le point culminant intervient avec la diffusion élargie des données satellitaires auprès d'institutions scientifiques et économiques. Les comparaisons avec des zones historiquement dominantes du marché mondial du diamant se multiplient. Cette exposition déclenche une onde de choc politique. Des multinationales formulent leurs premières propositions de coopération. Certaines puissances étrangères cherchent à obtenir des entretiens privés avec des conseillers proches du pouvoir. Des groupes d'intérêt tentent d'influencer le cadre réglementaire avant même qu'un dispositif juridique stabilisé ne soit défini. C'est à ce moment précis qu'Ibrahim Traoré impose une ligne de rupture. Plutôt que de céder à la pression de négociations rapides, il maintient un refus clair des accords précipités. La priorité affichée reste la souveraineté sur les ressources et la maîtrise du calendrier décisionnel. Cette posture, perçue comme un frein par certains partenaires, devient un marqueur politique fort à l'intérieur du pays, où elle est interprétée comme un signal de contrôle plutôt que d'hésitation. Les répliques internes ne tardent pas. La population réclame des explications. Les partis d'opposition interrogent la stratégie adoptée. Les organisations de la société civile exigent des garanties contre la corruption, les expropriations et les arrangements opaques. Le débat public se structure autour d'une question centrale. Comment transformer une richesse soudaine sans reproduire les dérives observées ailleurs? Dans les semaines suivantes, les effets secondaires deviennent visibles. Les attentes sociales montent, tout comme les inquiétudes sur la capacité institutionnelle à absorber un changement économique aussi rapide. La séquence révèle que la découverte n'a pas seulement mis au jour un gisement, elle a enclenché une chaîne d'événements où chaque décision amplifie les suivantes, faisant de la vitesse elle-même un facteur de risque ou de stabilité. Avant Songandi, les ressources minières du Burkina Faso occupaient une place secondaire dans les équilibres économiques nationaux. Après la confirmation du gisement, les projections chiffrées déplacent brutalement l'échelle des décisions publiques et redéfinissent les attentes collectives. Ce basculement quantitatif devient le socle de tous les débats, car il transforme une économie de rareté en une économie d'abondance théorique, avec des conséquences politiques immédiates. Le premier indicateur est le plus spectaculaire. Les analyses évoquent un volume proche de 500 millions de carats sous le volcan Songandi. À cette échelle, le Burkina Faso entrerait potentiellement dans le cercle restreint des grands détenteurs mondiaux de diamants. Ce chiffre modifie profondément la perception internationale du pays et alimente des anticipations économiques inédites bien au-delà du Sahel. Il ne s'agit plus d'une ressource marginale, mais d'un actif stratégique capable de repositionner durablement l'État dans les négociations régionales et internationales. Le deuxième chiffre concerne les finances publiques. Les projections initiales indiquent que les recettes nationales pourraient être multipliées par 10 en 5 ans si l'exploitation atteignait son plein potentiel. Une telle croissance promet des marges budgétaires nouvelles, susceptibles de financer infrastructures, services publics et investissements sociaux. Mais cette accélération exerce aussi une pression politique considérable. Gérer une expansion aussi rapide suppose des institutions capables d'absorber des flux financiers massifs sans créer de déséquilibre macroéconomique, ni favoriser des phénomènes de captation ou de détournement. Le troisième indicateur introduit une contrainte majeure souvent reléguée au second plan. Les premiers rapports environnementaux évoquent un risque de réduction allant jusqu'à 40% de la biodiversité locale en cas d'exploitation intensive et mal encadrée. Cette estimation souligne que l'abondance économique potentielle s'accompagne de coûts écologiques possiblement irréversibles. Dans un espace sahélien déjà fragilisé par les pressions climatiques, cette donnée pèse lourdement sur les choix à venir.
Elle rappelle que la destruction des écosystèmes peut annuler, à moyen terme, les bénéfices économiques attendus. Pris ensemble, ces trois chiffres structurent désormais le débat public. Ils attirent investisseurs et partenaires étrangers, tout en signalant clairement les lignes de fracture possibles. L'abondance annoncée peut financer l'éducation, la santé et les infrastructures, mais elle peut aussi accentuer les vulnérabilités institutionnelles si les mécanismes de contrôle échouent. Les comparaisons internationales reviennent fréquemment, non pour prédire un scénario unique, mais pour rappeler que des trajectoires opposées peuvent émerger à partir de données similaires. Sur le plan social, ces indicateurs produisent un effet ambivalent. Dans les centres urbains, l'idée d'une richesse nationale démultipliée nourrit l'espoir d'un changement tangible. Dans les zones proches du volcan, elle suscite également des inquiétudes liées aux terres, à l'environnement et à la redistribution future des bénéfices. Les chiffres cessent alors d'être abstraits. Ils deviennent des repères autour desquels se cristallisent attentes et craintes quotidiennes. C'est dans ce contexte chiffré que la posture d'Ibrahim Traoré prend toute sa portée. En privilégiant des évaluations techniques approfondies et une temporalité maîtrisée, il cherche à contenir l'effet d'emballement produit par les projections financières. La lenteur apparente devient un outil stratégique. Elle vise à empêcher que la dynamique quantitative ne se transforme en spirale incontrôlée. Les données associées à Songandi ne livrent donc pas une promesse simple. Elles dessinent un espace de choix étroit, où chaque décision peut renforcer la stabilité ou précipiter un déséquilibre durable. C'est cette tension, inscrite dans les chiffres eux-mêmes, qui structure désormais l'avenir proche du Burkina Faso. Deux lectures opposées structurent désormais le débat autour de Songandi et chacune mérite d'être présentée dans sa forme la plus solide avant toute conclusion hâtive. La première position plaide pour une exploitation rapide du gisement. Ses défenseurs estiment que le Burkina Faso fait face à une fenêtre historique rare qu'il serait risqué de laisser se refermer. Selon eux, des centaines de millions de carats représentent une occasion unique de rompre avec des décennies de contraintes budgétaires et de dépendance extérieure. Les projections de recettes évoquant une multiplication par 10 des revenus nationaux en quelques années sont perçues comme un levier capable de financer infrastructures, systèmes de santé, éducation et création d'emplois. Dans cette logique, retarder les décisions reviendrait à diluer l'avantage stratégique, voire à laisser des acteurs extérieurs influencer le processus de manière informelle. La rapidité serait alors une condition de souveraineté, non une menace. La seconde position adopte une prudence assumée et méthodique. Elle s'appuie sur des précédents bien documentés en Afrique et ailleurs où des découvertes comparables ont débouché sur instabilité politique, corruption accrue ou fragmentation sociale. Les risques environnementaux identifiés, notamment la dégradation potentielle des écosystèmes locaux, renforcent cet argumentaire. Pour ce camp, l'enjeu n'est pas de savoir si la richesse existe, mais si l'État dispose des capacités institutionnelles suffisantes pour l'absorber sans se déséquilibrer. Une accélération mal maîtrisée pourrait exposer durablement le pays à des pressions diplomatiques et à une perte de contrôle sur ses ressources. La réponse qui se dessine dans le texte source ne consiste pas à trancher brutalement en faveur de l'un ou l'autre camp. Elle repose sur la mise en tension de ces deux logiques. La stratégie actuellement privilégiée cherche à capter les bénéfices de l'abondance tout en limitant ses effets pervers les plus connus. La création d'une commission indépendante, l'implication annoncée de la société civile et le refus de négociations précipitées traduisent cette volonté de construire un cadre avant l'exploitation. Cette approche reconnaît l'urgence sociale
mais admet que la précipitation peut produire des coûts irréversibles. Ainsi se dessine une voie médiane, étroite mais cohérente. Elle considère que l'attentisme comporte des risques réels, mais qu'un emballement incontrôlé en comporte davantage encore. L'équilibre recherché repose sur une idée simple. Transformer une richesse potentielle en bénéfice durable exige plus de méthode que de vitesse. Lors des premières consultations nationales organisées après l'annonce de Songandi, un résultat discret mais net émerge progressivement. Une majorité de participants exprime son soutien à un contrôle national strict du gisement, à condition que la transparence et la redistribution soient garanties dès le départ. Ce signal, peu spectaculaire en apparence, modifie pourtant l'équilibre politique enclenché par la découverte. Il montre que le débat ne se polarise pas uniquement autour de la vitesse d'exploitation, mais autour des règles capables d'en encadrer les effets. Cette évolution change la dynamique interne. Le clivage attendu entre urgence économique et prudence institutionnelle s'atténue. Une exigence collective prend le relais. Avancer, mais sans perdre le contrôle. Dans ce contexte, la ligne suivie par Ibrahim Traoré trouve un point d'appui populaire inattendu. Sa posture méthodique, parfois perçue comme excessive, cesse d'être interprétée comme un frein et commence à être vue comme une protection. Sur le terrain, notamment dans les zones proches du volcan, cette bascule produit des effets concrets. Les habitants constatent que leur voix est intégrée dès les arbitrages initiaux. Ce sentiment de considération, encore fragile, contribue à apaiser les tensions nées de l'annonce. Le point médian de la séquence Songandi ne se situe donc ni dans un chiffre ni dans une décision formelle, mais dans cet alignement temporaire entre autorité politique et attente populaire. À mesure que la séquence Songandi s'installe dans la durée, les effets de la découverte cessent d'être abstraits et se déclinent en conséquences concrètes, distinctes, selon les acteurs concernés. Cette phase permet de mesurer comment une même richesse potentielle peut produire des impacts divergents à l'intérieur d'un même pays selon la position occupée dans le tissu institutionnel, économique et social. Pour l'État, l'enjeu est d'abord institutionnel. La perspective de recettes accrues redéfinit les priorités budgétaires et renforce le poids du pouvoir central dans les négociations internationales. Elle offre une marge de manœuvre nouvelle pour financer sécurité, infrastructures et services publics, tout en exposant les institutions à des pressions inhabituelles. La gestion du calendrier, la publication des contrats et le contrôle des flux financiers deviennent des tests de crédibilité majeurs. Dans ce cadre, la ligne suivie par Ibrahim Traoré agit comme un repère politique. Elle vise à préserver la capacité de décision publique face à l'intensification des intérêts extérieurs sans rompre l'équilibre interne déjà fragile. Pour les entreprises, les effets sont contrastés. Les acteurs nationaux espèrent une intégration accrue dans les chaînes de valeur, notamment dans la logistique, la construction et les services techniques. La perspective de contrats liés à l'exploitation nourrit l'attente d'un effet d'entraînement sur l'économie locale. Les multinationales, de leur côté, perçoivent Songandi comme un actif stratégique majeur, capable de justifier des investissements rapides et de long terme. Cette asymétrie crée une tension structurelle. Sans cadre clair, les entreprises locales risquent d'être marginalisées. Avec des règles strictes et transparentes, elles pourraient au contraire bénéficier d'un repositionnement inédit au sein de l'économie nationale. Pour les ménages, l'impact se lie à travers les attentes du quotidien. L'idée que des revenus miniers puissent financer écoles, centres de santé ou infrastructures routières nourrit un espoir réel. Dans les centres urbains, cette perspective alimente des projections de mobilité sociale et d'amélioration des services publics.
Dans les zones proches du volcan, elle s'accompagne aussi de craintes liées aux terres, à l'environnement et à la redistribution effective des bénéfices. La découverte devient ainsi un prisme à travers lequel se projettent à la fois promesses d'amélioration et craintes de nouvelles inégalités. À l'échelle régionale, enfin, Songandi modifie la position du Burkina Faso dans le Sahel. Un pays longtemps perçu comme périphérique gagne en visibilité stratégique. Cette évolution peut renforcer son influence diplomatique et son poids dans les équilibres régionaux. Elle comporte toutefois un risque de tension accrue si la gouvernance interne vacille ou si les attentes populaires sont déçues. Les partenaires régionaux observent attentivement les choix opérés, conscients que leurs effets peuvent en bref dépasser les frontières nationales. Ces quatre niveaux révèlent une constante. La découverte n'agit pas de manière uniforme. Elle redistribue les équilibres, crée des opportunités et expose des vulnérabilités. C'est dans l'articulation entre ces effets, plus que dans la valeur brute du gisement, que se joue désormais l'impact réel de Songandi. À partir des mêmes données de départ, les dynamiques enclenchées par Songandi ouvrent trois trajectoires plausibles à l'horizon des 6 à 12 prochains mois. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture destinés à éclairer les conditions dans lesquelles les décisions actuelles pourraient produire des effets durables ou, au contraire, des bascules difficiles à corriger. Dans un scénario intermédiaire, souvent jugé le plus probable, l'État engage progressivement des discussions avec un nombre limité d'entreprises minières internationales. Les investissements commencent à affluer de manière encadrée, permettant le lancement de projets d'infrastructures et la création d'emplois indirects dans des secteurs connexes. La souveraineté est partiellement préservée grâce à des contrats structurés et à une temporalité maîtrisée. Les bénéfices deviennent visibles sans être spectaculaires, tandis que les pressions diplomatiques persistent. L'équilibre tient, mais il reste fragile et dépend étroitement de la cohérence institutionnelle. Un scénario plus favorable suppose une discipline administrative élevée et constante. Le Burkina Faso conserve un contrôle strict sur l'exploitation, sélectionne ses partenaires selon des critères transparents et impose des normes environnementales contraignantes dès les premières étapes. Les revenus sont orientés vers l'éducation, la santé et les infrastructures locales, ce qui renforce progressivement la cohésion sociale. Des audits réguliers et la participation active de la société civile limitent les dérives connues ailleurs. Cette trajectoire pourrait transformer le pays en référence régionale de gestion maîtrisée des ressources, mais elle exige une capacité institutionnelle rare à maintenir sous pression. Le scénario le plus critique repose sur une fermeture excessive. Dans cette hypothèse, l'État privilégie une exploitation quasi exclusivement nationale afin de préserver la souveraineté. Les capacités techniques limitées ralentissent toutefois la mise en valeur du gisement. Les attentes sociales s'accumulent sans retombées rapides, alimentant frustration et tensions internes. Les relations diplomatiques se tendent, réduisant l'accès au financement et aux technologies nécessaires. L'intention protège le principe de contrôle, mais affaiblit la capacité d'action concrète. Ces trois trajectoires mettent en évidence une variable décisive. Ce n'est pas le choix d'un modèle unique qui déterminera l'issue, mais la cohérence entre prudence, transparence et inclusion. Penser en scénario permet ainsi de déplacer la question centrale, non pas quelle voie choisir, mais quelles conditions réunir pour éviter les bascules irréversibles. Au-delà des institutions et des projections macroéconomiques, Songhendi commence à peser sur des trajectoires individuelles bien concrètes. Observer ces effets à hauteur d'hommes et de femmes
permet de comprendre comment une découverte nationale se traduit ou non en expériences vécues, souvent éloignées des discours officiels. Pour de nombreux ménages, l'annonce du gisement ouvre une perspective longtemps absente. L'idée que des revenus miniers puissent financer durablement écoles, centres de santé ou réseaux routiers modifie les attentes quotidiennes. Dans les quartiers urbains, cette projection nourrit l'espoir d'une amélioration des services publics et d'une baisse progressive des vulnérabilités sociales. Mais cet espoir reste prudent. Les souvenirs d'annonces passées, suivis de retombées limitées, incitent à une forme de réserve collective. L'attente est réelle, mais elle s'accompagne d'une vigilance accrue quant à la redistribution effective des bénéfices. Chez les jeunes, majoritaires dans la démographie nationale, Songandi revêt une signification particulière. La découverte est perçue comme une opportunité potentielle d'élargir les horizons professionnels dans un contexte où le chômage et la précarité alimentent frustration et départ. Les promesses d'emploi, de formation technique ou de projets entrepreneuriaux suscitent un optimisme mesuré. Cet élan reste toutefois conditionné à l'inclusion réelle des compétences locales. Sans mécanisme clair d'accès à la chaîne de valeur, l'attente pourrait rapidement se transformer en désillusion. Les communautés vivant à proximité du volcan occupent une position singulière. Elles se trouvent à la fois au cœur de la promesse et de la vulnérabilité. Les inquiétudes liées aux terres, à l'environnement et aux déplacements potentiels y sont plus vives. Dans le même temps, la consultation précoce et la présence administrative renforcent le sentiment d'être enfin considérées comme des actrices du processus. Cette reconnaissance, encore fragile, joue un rôle stabilisateur non négligeable. À travers ces trois groupes, une constante se dégage. L'impact de Songandi dépendra moins de l'annonce initiale que de la capacité à maintenir un lien crédible entre stratégie nationale et vécu quotidien. Transformer Songandi en levier durable plutôt qu'en source de tension suppose une architecture d'action claire, lisible et ordonnée dans le temps. Le texte source permet d'identifier une séquence de décisions qui, mise bout à bout, dessine une feuille de route réaliste fondée sur la méthode plutôt que sur la précipitation. La première étape consiste à consolider la Commission nationale. Elle doit réunir institutions publiques, experts indépendants et représentants locaux, avec un mandat explicite de validation technique, économique et sociale. Sa mission initiale est de vérifier l'ensemble des études géologiques, financières et environnementales avant toute négociation formelle. La publication régulière de rapports accessibles devient ici le premier indicateur mesurable de crédibilité. La deuxième étape porte sur le cadre environnemental. Avant l'ouverture du moindre chantier, des normes contraignantes doivent être définies par les autorités compétentes en lien avec les scientifiques. Elles concernent la protection des sols, de l'eau et de la biodiversité locale. Le respect strict de ces protocoles, contrôlés par des audits indépendants, conditionne la poursuite même du projet. La troisième étape concerne la sélection des partenaires. L'État, appuyé par la Commission, identifie un nombre limité d'acteurs capables d'apporter expertise et capacité technique, une fois les règles juridiques stabilisées. Les contrats sont rendus publics et assortis de clauses de souveraineté explicites. Leur application est suivie par des mécanismes de contrôle transparents. La quatrième étape organise la répartition des revenus. Les autorités définissent, en concertation avec la société civile, une affectation prioritaire vers l'éducation, la santé, les infrastructures et les programmes locaux. Un suivi budgétaire public permet d'en mesurer l'impact réel dans le temps. Enfin, la cinquième étape repose sur la continuité du dialogue. Des consultations régulières, locales et nationales, sont maintenues
afin d'anticiper les tensions sociales et d'ajuster les décisions. Dans cette séquence, la constance méthodique d'Ibrahim Traoré agit comme un fil conducteur visant à transformer une promesse souterraine en bénéfice collectif mesurable sans rompre l'équilibre social fragile. Dans les premiers jours suivant l'annonce de son Gandhi, un habitant des environs parlait d'une atmosphère suspendue, comme si le pays retenait son souffle face à une promesse trop vaste pour être immédiatement comprise. Ce motif traverse encore toute la séquence actuelle, mais il a changé de sens. Il ne s'agit plus seulement d'attendre une décision technique ou économique, mais de mesurer ce que cette attente révèle de la trajectoire collective en train de se dessiner. Au cœur de cette tension prolongée, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un homme de rupture spectaculaire que comme une figure de continuité méthodique. Sa posture, marquée par la retenue et la maîtrise du tempo, contraste avec l'emballement des projections et des discours extérieurs. Elle traduit un choix implicite mais lourd de conséquences: accepter le coût politique de la lenteur pour préserver la cohésion sociale et le contrôle national. Dans un environnement saturé de promesses contradictoires, cette constance devient un repère. Dans les villages proches du volcan comme dans les centres urbains, une même interrogation circule désormais. Si cette richesse existe réellement, à qui doit-elle profiter en priorité et selon quelles règles? La question, simple en apparence, agit comme un fil émotionnel reliant inquiétudes locales, attentes sociales et débats institutionnels. Elle rappelle que la valeur de Songandi ne se mesure pas seulement en carats ou en recettes potentielles. L'atmosphère suspendue n'est donc pas un vide, elle est un moment de choix collectif où chaque décision pèse davantage que l'annonce elle-même. La richesse de Songandi dépendra de l'unité plus que des pierres. La découverte de Songandi n'écrit pas à elle seule l'avenir du Burkina Faso. Elle ouvre un espace de responsabilité partagée où institutions, société civile et citoyens ordinaires influencent désormais la trajectoire collective. La richesse annoncée peut devenir un moteur de stabilité et de transformation, ou au contraire un facteur de tension durable, selon la vigilance exercée à chaque étape du processus. Cette vigilance ne suppose pas des gestes spectaculaires ni des positions radicales. Elle commence par l'information, par l'attention portée aux choix publics et par la participation aux consultations annoncées. Elle se prolonge dans l'exigence de transparence contractuelle, dans le suivi de l'affectation des revenus et dans le soutien aux mécanismes de contrôle indépendants. À ce niveau, chaque regard compte, car l'indifférence crée souvent plus de fragilité que le désaccord. Dans ce contexte, la cohérence affichée par Ibrahim Traoré ne peut produire d'effet durable que si elle s'inscrit dans une dynamique collective plus large. La souveraineté ne se décrète pas uniquement par des décisions venues d'en haut. Elle se construit dans la durée par des pratiques ouvertes, contrôlées et comprises par le plus grand nombre. Son Gandhi devient ainsi plus qu'un gisement. Il se transforme en miroir d'un choix de société. La question finale n'est donc pas ce que cette richesse permettra de financer, mais ce qu'elle révélera de la capacité du pays à rester maître de ses décisions. Quelle place souhaitez-vous occuper dans cette trajectoire en devenir?